Coucou tout le monde, c'est Capet. On review un premier coin sur la chaîne de Krill. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Solana. C'est un coin qui me passionne depuis un certain temps et j'ai décidé d'en rajouter une couche aujourd'hui pour pouvoir vous présenter un petit peu tout ce que j'ai appris, histoire de peut-être vous hyper pour ce Ethereum Killer. Alors, quand je parle d'Ethereum Killer, je veux dire par là qu'on est sur une technologie blockchain et une crypto qui vient en quelque sorte concurrencer l'Ethereum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est reproché à Ethereum finalement, c'est son manque de capacité à gérer un gros lot de transactions par seconde, aussi des frais de transaction qui sont relativement élevés et de la latence qui n'est pas toujours au rendez-vous puisqu'aujourd'hui un bloc sur Ethereum c'est à peu près 13 secondes alors que sur Solana on parle de 400 millisecondes de block time. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Le but c'est que vous compreniez un petit peu mieux le projet, ses avantages, ses défauts, savoir un petit peu aussi pourquoi ce projet-là est peut-être plus sérieux que les autres. Et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, donc c'est une première review de coin pour moi sur cette chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Du coup, Solana, c'est quoi? Solana, c'est un coin et une blockchain, j'ai envie de dire comme d'hab. Voilà, c'est un ensemble de technologies qui a un gros focus sur les performances et la scalabilité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par scalabilité? C'est la capacité à évoluer dans le temps pour pouvoir héberger de plus en plus d'applications, de transactions, d'utilisateurs et ne pas être justement saturé au fur et à mesure de l'aventure parce que comme on l'a vu à chaque fois sur Ethereum qu'il y a beaucoup de transactions parce qu'une application fait le buzz comme CryptoKitties à l'époque et aujourd'hui toutes les applications de la DeFi, la blockchain Ethereum elle suit pas. Là ce que veut Solana justement c'est proposer une solution technique qui tienne même si on a des millions et peut-être même des milliards d'utilisateurs de la blockchain. Donc aujourd'hui théoriquement Solana est apte à gérer un peu plus de 50 000 transactions par seconde et la petite exclusivité de Solana, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus le matériel va être puissant et plus la capacité du réseau, là aussi, va être forte. Donc c'est vraiment une question de puissance matérielle, ça on va voir ça plus en détail juste après, et de capacité de réseau. Donc vous savez, chez vous, vous avez peut-être la DSL ou la fibre optique 1 giga. Bien en fait, si on passe au 10 giga plus tard, eh bien le réseau va là aussi être encore plus rapide. Plus on va avoir progrès technique sur le côté matériel et réseau, et plus Solana va être puissant. Le but étant, encore une fois, de gérer des millions de transactions par seconde avec des latences extrêmement basses pour que au final ça ressemble même plus à une blockchain de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on puisse faire des applications décentralisées par-dessus Solana sans même se rendre compte qu'on est sur une blockchain et c'est ça dont on a besoin pour une adoption de masse. Si demain on veut un concurrent de Twitter, Facebook dans la blockchain ou même des casinos en ligne, nous ce qu'on veut c'est utiliser notre site internet ou notre application sans latence. On appuie sur le bouton publier, le bouton commenter ou retweet, on veut que ce soit instantané. On n'aime pas la friction, on n'aime pas les grosses latences et c'est là toute la promesse de Solana. Mais du coup, en quoi Solana est une révolution? En quoi le projet Solana tire son épingle du jeu? Eh bien tout simplement, c'est grâce à tout un écosystème de technologies. Mais la technologie qui va vraiment nous intéresser ici, c'est le Proof of History. À ne pas confondre avec Proof of Stake et Proof of Work, ce n'est pas un consensus, c'est une façon d'ordonner les transactions avant le consensus. On parle de technique d'horodatage avant le consensus. Donc tout simplement, c'est grâce à cette petite brique technologique qu'on va décupler la capacité transactionnelle, ni plus ni moins, parce que au lieu d'avoir tous les nœuds qui doivent se parler constamment, se mettre d'accord pour pouvoir valider un bloc et donc valider les transactions, là grâce à la cryptographie, grâce à l'informatique et les mathématiques, on arrive à se mettre d'accord. Donc c'est une brique technologique qui a été explicitée dans un premier temps en 2017 par le créateur de Solana, donc il a fait un papier pour en parler, et ensuite à partir de 2018, lui et son équipe ont commencé à lever des fonds, ils ont levé à peu près 20 millions de dollars je crois en 2018 et en 2019 pour pouvoir lancer le développement de la fameuse blockchain Solana. Et moi ce qui me hype beaucoup par rapport à ce Proof of History, même si je vous avoue je ne le comprends pas dans toute la profondeur parce que j'ai pas les capacités techniques de le faire, c'est que si c'est vraiment réussi, et pour le moment jusqu'à preuve du contraire ça marche très bien, cette technologie elle pourrait être reprise pour d'autres projets blockchain et ça pourrait permettre justement l'adoption de masse sur le secteur des crypto-monnaies. Et ça me plaît pas mal. J'ai envie de vous parler de deux personnalités importantes vis-à-vis du projet Solana. Déjà il y a son créateur Anatoly Yakovenko qui lui en fait a pas mal de bouteilles dans l'ingénierie de manière générale. Il a bossé dans plein de boîtes, il a bossé dans Dropbox et il a bossé chez Qualcomm. Moi ce qui m'intéresse c'est Qualcomm parce que c'est une entreprise qui est spécialisée dans les technologies mobiles et dans la création de processeurs pour téléphone mobile. Vous connaissez peut-être les processeurs Snapdragon de chez Qualcomm, ils équipent la majeure partie des téléphones Android. Et donc quand tu bosses dans ce type d'entreprise, tu es toujours à la chasse de tout ce qui peut créer de la latence sur ton matériel puisque
puisque si tu veux de la performance, il faut les latences les plus basses possibles. Donc on parle pas d'un rigolo, on parle de quelqu'un qui a quand même de la puissance technique. Et la deuxième personne qui m'intéresse vis-à-vis de ce projet, c'est pas un créateur de Solana, c'est tout simplement le boss de FTX.com, un des plus gros exchanges de crypto-monnaies aujourd'hui, Sam Bankman-Fried. Donc ce mec-là, il a 28 ans, il a à peu près 10 milliards de dollars de bankroll parce qu'il s'est gavé entre 2017 et maintenant à faire de l'arbitrage sur les crypto-monnaies. Et en fait, ce gars-là, c'est un gars qui veut révolutionner la finance pour le bien commun. C'est quelqu'un de très impressionnant qui veut vraiment faire évoluer les choses. Et en fait, lui, il a annoncé en juillet 2020 un exchange décentralisé par-dessus la blockchain Solana. Et pourquoi ce mec qui a un exchange centralisé et qui fait déjà pas mal d'argent a choisi Solana? Eh bien tout simplement parce qu'il a testé plein de solutions blockchain et c'est cette solution blockchain qui a retenu son attention. Donc il a décidé de faire son exchange là-dessus. Et depuis, il ne fait que parler de Solana, il finance Solana, il fait la bonne presse pour Solana et ça prouve encore une fois que le projet est relativement sérieux, en tout cas de mon point de vue, puisque Sam, c'est vraiment le boss. Je vais vous parler technique rapidement, mais je vous rassure, vous arriverez à me suivre. J'ai juste envie de mettre en comparaison un petit peu Solana et Ethereum. Donc vous le savez, aujourd'hui, Ethereum est en Proof of Work, qui va passer en Proof of Stake, c'est-à-dire qu'on ne minera plus avec des cartes graphiques. À la place, on mettra en jeu de l'argent pour devenir un nœud validateur du réseau Ethereum. Pour devenir un nœud validateur du réseau Ethereum 2.0, il faut staker, donc mettre en jeu 32 Ethereum, c'est-à-dire que si un Ether est à 2500 $, il faut 80 000 $ d'Ethereum pour devenir un nœud. Il existe bien entendu des pools qui permettent de rejoindre nos forces pour, avec moins de 32 Ethereum, pouvoir participer et devenir un nœud du réseau, mais ce n'est pas géré nativement. Du côté de Solana, il faut à peu près 5000 $ de matériel pour devenir un nœud validateur et quelques connaissances techniques. Et maintenant, pour parler un petit peu des performances vis-à-vis de tout ça, eh bien Ethereum, quand il passera en 2.0, on s'imagine au tout début qu'il va gérer quelque chose comme 64 000 transactions par seconde. Bon, je ne fais que reprendre les termes que j'ai trouvé sur internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez Ethereum tel quel, c'est une blockchain, ça gère à peu près 15 transactions par seconde. Avec Ethereum 2.0, en fait vous aurez une sorte de grosse blockchain avec plein de petites blockchains qui sont reliées à cette grosse blockchain, on appelle ça des shards. Chaque shard est capable de gérer 1000 transactions par seconde. Donc s'il y en a 64 des shards par exemple, on devrait faire théoriquement 64 000 transactions par seconde et le but c'est d'augmenter au fur et à mesure le nombre de shards sur Ethereum. Tout ça c'est du bricolage, le sharding c'est du bricolage. Les solutions de niveau 2 comme Matic, OMG Network, etc. C'est vrai que j'en ai pas parlé plus tôt, c'est aussi du bricolage. On fait interagir des smart contracts entre eux de sorte à pouvoir augmenter la capacité transactionnelle. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va être sécure? Et surtout, est-ce que ça va pas être trop galère à intégrer pour des développeurs qui souhaitent créer des applications sur Ethereum? Et tout l'axe de communication sur Solana se fait à ce niveau-là. C'est qu'on dit, il n'y a pas de sharding, il n'y a pas de solution de niveau 2, ça se fait directement sur la blockchain Solana et on respecte la loi de Moore. Encore une fois, plus le matériel et la bande passante est forte et plus les capacités transactionnelles est forte. Et je pense personnellement que Solana aura toujours un temps d'avance sur Ethereum en termes de capacité pure et dure. La vision n'est pas la même entre les deux. Sur Ethereum, on veut que ce soit un petit peu monsieur tout le monde qui soit capable de devenir un nœud validateur du réseau, le but étant d'avoir le maximum de décentralisation et de sécurité sur le réseau. Tandis que sur Solana, on vient viser déjà un public un peu plus entreprise, on va dire, plus entreprise, plus institutionnel, mais c'est quand même rassurant et c'est pour ça que, encore une fois, je vous le disais, on a le patron de FTX qui fait son exchange décentralisé par-dessus et on peut trouver plein de nouvelles applications qui poussent comme dans des arbres. Sur Solana, on voit un concurrent de Spotify qui s'appelle Audius, qui est ni plus ni moins que Spotify dans la blockchain, hein, tout simplement. On a aussi Media, qui est un concurrent de Theta et des solutions Cloudflare, c'est-à-dire un CDN, DNS, VPN et nom de domaine décentralisé. Et tous ces gens-là, en fait, choisissent Solana parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se concentrer sur leurs produits et ils vont pas devoir se prendre la tête au niveau de l'intégration et au niveau du maintien en cas de saturation du réseau. Je sais que je fais de la répétition à ce niveau-là, mais je veux que ce soit clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Solana a vraiment un potentiel de dingue parce que justement, ils essaient de penser à tout. Ils essaient de penser aux entreprises et je vous demande de regarder avec attention ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années vis-à-vis du projet Solana
Solana parce qu'il est très possible que de grosses entreprises choisissent Solana comme solution blockchain plutôt que de faire la leur pour pouvoir faire leurs applications. J'aimerais vous parler maintenant un peu des défauts de Solana parce que depuis tout à l'heure, je les brosse dans le sens du poil. Vous devez vous dire, bon sang, le mec, il est payé pour nous parler de son shitcoin ou quoi? Non, j'aime beaucoup le projet, c'est vrai. Maintenant, au niveau des défauts, c'est que le projet, il est très jeune. Il est officiellement en ligne depuis mars 2020 et il est considéré comme en bêta. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Aujourd'hui, il y a des applications de plus en plus nombreuses qui se créent, mais elles ne sont pas utilisées en grand nombre. Moi, j'ai utilisé Raydium. J'ai fait le Raydium Accelerator, donc c'est un mécanisme pour investir dans des nouveaux projets. J'ai fait un peu de staking dessus. J'ai fait d'autres, j'ai fait des airdrops et franchement, ça bug grave quoi. Tu es obligé de spammer, relancer des transactions, je ne sais pas combien de fois. Des fois, c'est à cause de la blockchain Solana. Des fois, c'est à cause des sites web qui hébergent les projets par-dessus Solana. Mais franchement, c'est bourré de bugs. Alors, pas des bugs méchants, vous perdez pas votre argent, mais simplement, il y a des points de friction, c'est pas super agréable. Donc, j'espère que ça va se régler au fur et à mesure du temps. Donc, il faut savoir que les frais de transaction sur Solana sont très très bas. Ça, c'est pas un défaut, mais j'y viens. On paye avec un seul dollar de Solana, on peut faire des milliers de transactions. Donc, déjà, vous imaginez bien que si vous voulez monter des applications par-dessus Solana et que vous souhaitez que chaque écriture en base de données, ce soit une transaction sur la blockchain, vous pouvez le faire à moindre coût. Maintenant, ça veut dire que quand on va voir des applications qui touchent des millions de personnes, le réseau va se prendre une grosse tarte dans les dents et il va falloir voir si ça tient. Et là-dessus, j'ai mis beaucoup de doutes parce que franchement, j'ai envie d'y croire, hein. Mais si Ethereum prend autant de temps à sortir Ethereum 2.0, c'est peut-être que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc il va falloir surveiller ça avec beaucoup d'attention. Moi, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup Ethereum et j'aime beaucoup Solana. Je suis placé sur les deux parce que justement, je pense qu'il y a une belle vision des deux côtés. Mais je demande à voir ce que ça va donner sur Solana. Voilà, je termine là-dessus. Dernière petite chose, oui, ils ont leur propre format pour des tokens. Vous savez, chez Ethereum, je vous ai fait une vidéo sur les tokens dits ERC20, un standard Ethereum. On a aussi un équivalent chez Solana qui s'appelle les SPL tokens. Voilà, donc là je suis sur la chaîne de Krill. Peut-être qu'un jour il y aura un Krill en format SPL token pour pas payer des frais de transaction, plusieurs dollars pour les envoyer sur la plateforme Krill. D'ailleurs, j'en profite, dans la description, vous avez un petit lien vers Krill si vous voulez tester la plateforme. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais en fait, il y a plein de choses à dire par rapport à ce projet Solana. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente après-midi. Passez un très bon week-end si vous le regardez le jour de la sortie. Ciao tout le monde.